Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal du 13 octobre. Les assemblées générales se sont succédées cet après-midi dans les différents établissements de la SNCF de l'agglomération. Les cheminots ont décidé de reconduire le mouvement de grève pour les retraites. Les prix des logements en HLM devraient augmenter dès l'année prochaine. L'État a décidé de ponctionner les bailleurs sociaux de 2% par an pendant 3 ans. L'OPAC et Val Touraine Habitat tirent la sonnette d'alarme. Et puis le monde viticole tourangeau inquiet face à la prolifération de certains champignons responsables de 13 à 15 millions de pertes en Indre-et-Loire chaque année. Les cheminots tourangeaux, conducteurs et contrôleurs notamment, ont à nouveau décidé de reconduire le mouvement de grève débuté hier pour la sauvegarde des retraites. Une décision prise après de longues réflexions et hésitations. Julien Gauthier. Moi, la question que je vous demande, c'est est-ce que vous êtes convaincu qu'il faut aller à l'encontre de cette réforme? Et s'il faut y aller à l'encontre de cette réforme, on n'ira pas sans perdre des plumes. C'est clair, c'est net. À J+1 de la grève reconductible lancée mardi, les cheminots font le point sur le mouvement et sur leur motivation. Première constatation attendue, le nombre de grévistes à la SNCF a fondu. 47% mardi selon les syndicats, autour de 25% aujourd'hui. Mais parmi les plus engagés depuis septembre, les rangs semblent se grossir. Le nombre de participants dans les assemblées générales double aujourd'hui. Donc il y a une prise en compte des cheminots sur ce qu'on leur porte depuis plusieurs semaines, dans le cas d'un mouvement interprofessionnel, mais y compris sur les questions d'entreprise qui directement impactent la question des retraites, sur l'emploi, les salaires et le service public. Je pense que petit à petit, au moyen d'un travail des syndicats et de chaque salarié, même non syndiqué, en sensibilisant les gens, les informant sur ce qui se passe, je pense que ce mouvement peut prendre plus d'ampleur. Donc encore beaucoup de conviction aujourd'hui et beaucoup d'espoir d'être entendu. Mais des questions se posent chez la base, dont la principale, celle du coût à supporter. Le niveau de mobilisation, c'est de 8 heures par jour. Eh ben tant pis si on mange des patates le lundi et jusqu'au dimanche. Et je pense qu'il y a des gens, ça va leur faire mal. Il y a des gens qui ont des crédits de voitures, immobilier, etc. Je suis un petit peu en désaccord avec certains de mes camarades. Je ne pense pas qu'il faille laisser sur la route les gens qui ont des difficultés financières. Je pense qu'il faut les aider, leur donner des solutions pour qu'ils ne se sentent pas exclus du mouvement. L'autre crainte, c'est celle d'une grève par procuration. Les cheminots ne veulent pas servir de locomotive sans wagon pour les suivre et attendent un engagement similaire chez les salariés du secteur privé. Malgré ces points d'interrogation, dans toutes les corporations cheminotes, les assemblées générales ont reconduit le mouvement pour 24 heures. Qui est pour? Rectifier, ouais. Rectifier. Voilà, et puis les prévisions de trafic de la SNCF ne sont pas encore tombées. Elles devraient néanmoins être similaires à celles d'aujourd'hui. Compter un TGV sur 3 sur le réseau Atlantique, un corail sur 4 entre Tours et Paris et enfin sur le réseau régional, un TER sur 3 en moyenne. Les syndicats restent très actifs. Un rassemblement interprofessionnel était organisé à 18h sur la place Jean Jaurès. Une centaine de personnes a répondu présente. Plusieurs actions sont également prévues demain. Et hormis les cheminots, le mouvement de grève a également été reconduit dans différentes entreprises, France Télécom par exemple, mais également à l'hôpital de Tours et dans l'éducation nationale. En bref, un accident de la route a fait un mort hier soir sur la commune de Rochecorbon. Il s'agit d'un homme de 58 ans qui aurait perdu le contrôle de son cyclomoteur. Il a percuté 2 voitures arrivant en sens inverse et n'a pas survécu à ses blessures. L'OPAC de Tours et Val Touraine Habitat ont décidé de tirer la sonnette d'alarme. Ils s'inquiètent de la décision de l'État de ponctionner les bailleurs sociaux dès l'année prochaine. Un prélèvement de 2% par an sera mis en place, ce qui aura logiquement une incidence sur le prix des loyers, mais également sur l'entretien des immeubles. Félix Ségère. Une carte sous forme de pétition pour envoyer au Premier ministre un mode d'action original pour interpeller les habitants des HLM. Car dès l'an prochain, les bailleurs sociaux vont être ponctionnés par l'État de 2% par an, et ce pendant 3 ans. Les quelques 40 000 personnes qui vivent dans ces logements à Tours craignent que cela se répercute sur leur loyer. Je ne sais pas combien ils vont faire, mais 20 €, il y a des gens qui ont quoi, une semaine pour vivre avec eux à 2. J'en connais, on les parle tous comme ça, mais il faut qu'on se défende. Parce que ce qu'on donnera à l'État, l'OPAC leur a pris pour nous faire nos travaux, si besoin, rénovation et tout. Cette nouvelle taxe doit alimenter le budget national. Mais le manque à gagner pour l'OPAC de Tours s'élèverait à 1 million d'euros par an.
Actuellement, des travaux de mise aux normes écologiques et d'isolation ont été entamés dans le quartier du Sanitas. Ils pourraient être compromis. Vous voyez là, donc c'est un des chantiers très importants puisqu'on est dans la rénovation, l'isolation. Soit on ne pourra plus les faire, ou soit ça sera à la charge totale presque des locataires. Donc pas possible, le revenu des locataires ne peuvent pas assurer ça. Une réforme que les bailleurs sociaux dénoncent aussi sur un plan plus global, car elle pourrait se répercuter sur le BTP. Sur les 3 ans, près de 60 000 nouveaux HLM ne verraient pas le jour en France. Moins d'argent chez les bailleurs, c'est en même temps moins de possibilités de construire et donc cela va gravement toucher les entreprises, notamment du bâtiment. Pour le moment, les loyers restent inchangés. Les organismes HLM ont refusé de signer la convention d'unité sociale. Ils ont jusqu'au 31 décembre pour négocier avec le gouvernement. SK, Black Dead Arm et Eutypiose, ce sont les noms des 3 principaux champignons qui mettent en péril nos vignes. Ils se développent de plus en plus, notamment sur le sauvignon blanc, le cabernet franc et le chenin blanc, les 3 principaux cépages de la Touraine. Les viticulteurs s'inquiètent et demandent à l'État de financer la recherche et de trouver au plus vite un traitement pour les éradiquer. Florent Carrière. Ah, voilà. Là, vous en avez un. La liste ne cesse de s'allonger. Ce viticulteur a déjà perdu entre 5 et 10% de ses cèpes. La cause, un champignon qui s'est installé à l'intérieur, l'esca. Le champignon était là, donc finalement, le champignon il doit être à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Et il bloque la sève pour apporter les raisins à maturité. Conséquence, des pieds de vigne morts qui ne produisent plus de raisins et qu'il faut arracher. Une perte sèche pour ce vigneron et un coût qui avoisine les 10 € par cep remplacé. Cette année, comme en 2003, les champignons ont fait des ravages dans les vignes. Les observations, c'est quand même des années d'excès où il fait très chaud, il fait très froid, il y a beaucoup d'eau, il n'y en a pas du tout. C'est des années un peu à contraste. SK, Black Dead Arm, Eutypiose, au total 7 champignons qui menacent les vignes. L'arsénite de sodium, le seul produit connu pour les combattre, a été interdit en 2001 pour des raisons de santé publique. C'est donc du côté de la recherche que les espoirs se portent. Mais il faudra augmenter les crédits alloués, car il y a urgence. À terme, ces champignons pourraient entraîner les mêmes ravages que le phylloxéra au XIXe siècle, lorsque le vignoble français a failli disparaître. Cette disparition, elle a mis 25 ans à se faire. Et pendant ces 25 ans, on a tout essayé, différentes bouts de perlimpinpin, différentes recettes plus ou moins miracles qui naturellement ne fonctionnaient pas tant qu'on n'avait pas trouvé la cause. On est un peu dans une situation tout à fait comparable d'ignorance précise des causes de la maladie. Et en termes de pourcentage d'impact, quand on reprend les écrits de cette époque-là, on est sur des chiffres tout à fait comparables. Chaque année, les maladies du bois entraînent en moyenne la disparition de 3% des pieds de vigne. Certaines années, la perte peut atteindre les 10 à 15%. Rien que pour l'Indre-et-Loire, le coût est estimé par an à près de 15 millions d'euros. Et puis on parle recherche scientifique également avec un projet en cours dans le quartier des Deux Lions, une étude menée par différents laboratoires de l'université de Tours. Il s'agit d'un jardin expérimental installé en face de l'Heure Tranquille, 600 mètres carrés de friches qui ont été végétalisées et entretenues de manière naturelle. Objectif, étudier les insectes qui ont emménagé et voir comment la nature et la biodiversité peuvent reprendre leurs droits en pleine ville. Reportage. Pas forcément évident pour le néophyte de traquer l'insecte. À peine avons-nous trouvé une petite mouche. Et pourtant, sur ce terrain, Ingrid Arnaud et son équipe ont déniché des milliers de petites bêtes. Donc là, on peut voir en fait une coccinelle, plutôt une coccinelle asiatique. Donc en fait, ces coccinelles mangent des pucerons. Ils mangent beaucoup de pucerons, y compris les adultes et les larves. Ce jardin a été créé de toutes pièces il y a 1 an dans le quartier des Deux Lions. Composé d'une 40aine de plantes différentes, il a été cultivé sans pesticides ni engrais chimiques et des pièges à insectes ont été installés un peu partout, comme ce bol jaune destiné à capturer les mouches. Objectif, savoir quels insectes se sont installés ici. Il s'agit de laisser la nature reprendre ses droits dans un univers uniquement urbain.
On n'a pas de doute sur le fait lui-même, c'est-à-dire on sait bien que la biodiversité se réinstalle, mais on ne sait pas à quelle vitesse et on ne sait pas la nature de cette biodiversité. Donc vous êtes rassuré après cette première année de recherche? Alors oui, on peut dire qu'on est rassuré parce qu'effectivement on a vu les insectes revenir rapidement sur ce terrain en grand nombre et avec une grande diversité. Donc c'est porteur d'espoir effectivement. Car l'objectif est avant tout environnemental. Cette étude viendra renforcer les volontés politiques de valorisation de la biodiversité des villes de demain. Le Grenelle de l'environnement a abouti dans une de ses conclusions au programme qu'on appelle Éco-Phyto, de réduction de 50% des produits phytosanitaires, et ça se décline dans les parcs et jardins urbains vers ce qu'on appelle un zéro phyto, c'est-à-dire les responsables parcs et jardins et la population souhaitent voir disparaître totalement les produits phytosanitaires des jardins. Pour aboutir à ça, il faut laisser se reconstituer un fonctionnement naturel convenable de ces espaces plantés. Les études sur ce jardin vont continuer. Il reste encore à savoir comment cette biodiversité est compatible sur le long terme à son nouvel environnement. Exit les forêts, place au béton. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve dans un instant avec l'invité de la rédaction, le maire de Tours, Jean Germain. Restez avec nous.